bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour le bilan du Heartstopper Book Challenge qui a eu lieu durant tout le mois de juin. Bilan, j'allais dire non, challenge que j'ai créé de mes petites mains, de ma pensée, etc. Et également grâce à mes abonnés qui m'ont refilé quelques bonnes idées et que j'ai animé pour la première fois en cette année 2024. Il est temps de dresser le bilan à la fois sur l'organisation du challenge et sur mes lectures. J'ai décidé de créer ce challenge un peu... Enfin déjà quelques mois auparavant, avant le mois de juin, je m'étais dit que c'était vraiment super. Et l'idée m'était venue parce que depuis le mois de janvier, je mets une autrice à l'honneur dans mon bullet journal. Mais ça, vous le savez, si vous me suivez sur Twitch et vous suivez les Plan With Me en direct, que je mets en replay sur YouTube pour ceux qui préfèrent la plateforme YouTube et qui ne savent pas suivre en temps réel. Donc tout ça est disponible. Et forcément, dès que j'avais eu cette idée-là au mois de janvier, enfin au mois de décembre 2023, je m'étais dit, forcément au mois de juin, il n'y a qu'une autrice que je vois bien être mise à l'honneur, c'est Alice Oseman avec sa saga Heartstopper et tous ses autres romans qui proposent pas mal de diversité en termes de communauté LGBTQ et plus. Et donc ça tombait sous le sens pour moi. Du coup, j'ai re-regardé la série, j'ai relu la saga, j'ai demandé conseil à mes abonnés sur Twitch pour des petites consignes, histoire de vous challenger dans vos lectures. Et le principe était que pour chaque consigne, il y avait un pins à collecter que vous avez vu sur la miniature. Et l'idée était d'en collecter maximum 15. Ça, c'est le principe de base et je vais vous révéler d'ici quelques minutes combien j'en ai collecté sans tricher. Parce que c'est... En termes du bilan de l'organisation du challenge en elle-même, je m'y suis prise un petit peu à l'arrache, donc je vous ai prévenu vraiment 2-3 jours avant le lancement du challenge. Mais pourtant, je suis assez satisfaite de moi parce que j'ai beaucoup travaillé sur les visuels et apparemment, ils vous ont plu. Et j'ai été très fière de vous voir utiliser ces visuels dans vos stories. Honnêtement, je trouvais qu'ils faisaient assez pro. Donc, je suis assez contente de ça et je garderai cette base pour l'année prochaine, tout en l'améliorant bien entendu. L'année prochaine, je garderai encore le principe de ces pins à collectionner. C'est très pop culture les pins et ça correspond bien à l'univers de Heartstopper et d'Alice Oseman. Donc je vois pas pourquoi je changerais. Il y aura plus de pins. Surtout, il y aura 2 façons de participer au challenge l'année prochaine parce que ce qui manquait un petit peu, c'était l'effet de groupe et les interactions que vous pouvez avoir ensemble. Donc il manquait clairement un lieu où on pouvait interagir rien qu'entre nous, les personnes qui participions au challenge. Donc il y aura une conversation, mais il y aura aussi surtout une autre façon de participer au challenge. Mais pour ça, il faudra nous rejoindre l'année prochaine. Et donc un gros changement qu'il y aura l'année prochaine, c'est que le challenge commencera plus tôt. Parce que 15 pins à collectionner sur un mois, en sachant que je vous avais dit évitez de combiner les consignes. Normalement, un livre était égal à un pins, mais je vous avais dit dans la vidéo de présentation que vous pouviez tricher. Et il y en a qui ont triché en effet de cette bonne guerre. C'était autorisé puisqu'il n'y avait pas de police du challenge. Donc voilà, le challenge sera prolongé. On le commencera plutôt tout simplement l'année prochaine. Au moins le 17 mai. Soit ça commencera le 17 mai, soit le 1er mai. Je vais un petit peu voir comment j'organise ça et aussi dans mon planning. Parce que bien entendu, ce challenge est tombé en plein mois de juin. Et si vous ne le saviez pas, je suis enseignante, je suis prof. Je finis là mon année scolaire un petit peu sur les rotules. J'ai fait le plus gros, il me reste une matinée demain. Au moment où je vous filme cette vidéo, mais voilà, c'est pas non plus facile pour moi de lancer un challenge littéraire qui se veut quand même et de l'animer tout le long du mois de juin, mais c'était l'occasion parfaite pour moi justement de mettre la lecture à l'honneur malgré mon planning hyper chargé. Et donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est mon bilan personnel pour le challenge. Alors, annonçons tout de suite la couleur. Combien de pins ai-je réussi à collectionner sur les 15? Eh bien 13! Et je suis très fière de cela.
Honnêtement, j'aurais pu faire valoir 2 autres catégories parce que j'ai lu une intégrale qui reprenait 3 romans, mais j'ai décidé de pas tricher, donc voilà, c'est 13 pins. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà mon bilan pour lesquels j'ai collectionné, et c'est d'ailleurs en story à la une sur mon Instagram. J'ai d'abord lu Les Garçons Perdus de C.M. Stern. C'est un livre qu'on a vu passer un petit peu partout, je dois bien le dire, et moi je l'ai emprunté au bibliobus un peu sur un coup de tête en le voyant dans les nouveautés. J'étais là en mode ah mais vous l'avez, bah donc je vais le prendre pour me faire un petit peu ma propre idée. On vend ce roman comme une romance MM vampire. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a un retour des vampires ces derniers temps en littérature young adult. J'adore le soleil, mais ça foire toute ma luminosité, donc je vais laisser comme ça. Voilà, c'était une lecture très mitigée, très honnêtement, pour moi. J'ai pas du tout aimé l'histoire en elle-même. La plume de l'autrice est belle, honnêtement, j'ai rien à redire là-dessus. C'est travaillé, c'est stylisé, elle a vraiment une patte bien reconnaissable, et il y a énormément d'introspection parmi les personnages. C'est assez lent finalement, mais point de vue de l'intrigue et en ce qui concerne les personnages, le scénario, les thématiques que l'autrice a décidé d'aborder dans son livre, moi, je me suis souvent demandé en fait pourquoi je m'infligeais cette lecture en toute honnêteté. Parce que c'était très long, très long, et en fait c'était une succession de sévices sur le personnage principal, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Je regarde dans mes petites notes, mais non, j'ai pas noté son nom. Voilà, il vit beaucoup de tourments, il n'y a aucun espoir d'amélioration, puisque ce jeune homme... il se trouve en fait qu'il est gay, qu'il est homosexuel, mais il vit dans une Angleterre années 1800 et quelques, voyez-vous, et donc c'est pas du tout accepté par les bonnes mœurs. Donc sa mère, parce qu'il va vivre un petit peu sa jeunesse et se faire des relations et vivre ses relations homosexuelles dans sa petite campagne, donc ça va se savoir et sa famille va pas pouvoir le supporter, donc sa mère lui dit pars, voilà, il faut que tu partes, ne reviens jamais. Et il arrive un petit peu la bouche en cœur à Londres en pensant qu'il va faire fortune, et en fait il fait pas fortune, il va être obligé de se prostituer. Bon, déjà là, à partir de là, tu dis c'est pas des thématiques légères, voyez-vous. Le fait est qu'il n'est pas très prudent et pas très au courant de ce qui peut être fait ou pas accepté par la police. Donc un jour il se fait arrêter et il y a un gars, un serviteur comme ça, qui vient à son secours. Et c'est le serviteur d'un personnage très influent, puisque cette personne arrive même à influencer la police. Et malheureusement ça veut pas dire que ça va aller mieux pour lui, parce que ça va être un nouveau patron qui va le former, l'éduquer pour qu'il puisse séduire un riche monsieur assez vieux. Et enfin, c'est pas caché ces sévices-là, vous voyez, c'est pas caché, la prostitution n'est pas cachée. On a des descriptions de scènes de fesses entre les personnages, le prostitué et la personne qui achète sa nuit, qui achète son temps. Donc sachez-le, c'est pas du tout un livre à offrir à des jeunes lecteurs, c'est pas suggéré, c'est pas sous-entendu. Je dirais pas que les sévices sont romantisés ou quoi, mais quand même de temps en temps, moi j'ai trouvé que ça allait trop loin dans la description, que c'était absolument pas nécessaire pour qu'on comprenne l'horreur que vivait notre personnage principal. Et sa porte de sortie à lui, on va dire, c'est qu'en fait il tombe amoureux d'un de ses clients, sauf que c'est pas son client principal, il est destiné à un seul client, et donc c'est une romance qui doit vivre un petit peu cachée. Et c'est là que vous me dites, mais Mag, tu nous avais pas dit qu'il y avait une histoire de vampire? Ben oui, en fait, en ayant été sauvé par son patron, il va mettre le pied dans le monde des vampires, sachez-le. Donc voilà, on est laissé en tout cas dans le flou en ce qui concerne cette société de vampires. On sait juste qu'il y a des nobles, etc. Il y a des intrigues politiques, mais on sait pas grand chose finalement. Qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui l'est pas, quelles sont les forces vraiment en action. Et donc ça nous permet d'avoir énormément d'empathie pour notre personnage principal, parce qu'il est dans le même flou en fait. On sait ce qu'il sait, c'est-à-dire rien du tout. Du coup, est-ce qu'il prend des mauvaises décisions? Peut-être, peut-être pas, on n'en sait rien.
Voilà, et donc ça nous permet d'avoir de l'empathie pour lui. Et c'est Jack, voilà, je viens de retomber sur son prénom. Donc voilà, mais ça n'aide... Du coup, le désavantage, c'est que ça n'aide pas à savoir quel personnage on est censé apprécier ou pas. Là, au début, Jack, il tombe amoureux d'un vampire. Et moi j'étais là, oui mais on l'aime bien ou on l'aime pas en fait ce gars-là, j'en sais rien, il a fallu très longtemps avant que je comprenne si je l'aimais bien ou pas. Donc bref, voilà, c'était une lecture très mitigée, j'en ai parlé suffisamment longtemps par rapport au résumé. Je vous conseille toujours de vous faire votre propre opinion, bien entendu. Et en attendant, bah, c'est une lecture qui m'a permis de valider le pins Sorry. Et j'étais contente d'avoir le pins. Pas de ma lecture, mais au moins du pins. Je pense que je retenterai un autre livre de l'autrice parce que je vous dis, elle a vraiment une belle plume. Mais c'est juste, c'est pas des thématiques qui m'intéressent. C'est pas le genre de truc que j'ai envie de lire. Peut-être quand j'avais 16 ans, 18 ans, peut-être que c'était les choses que j'avais envie de lire. Mais là, plus du tout. Voilà, se torturer l'esprit pour se torturer l'esprit et voir des gens souffrir dans des romans, si ça n'a pas une portée politique pour moi et si ça dénonce pas quelque chose, ça n'a aucun sens. Donc non, voilà, c'est non. Sachez-le. Alors, après, bah, vu que cette lecture était très pénible, je me suis orientée vers une lecture beaucoup plus courte, à savoir Yoko Tsuno, l'aigle des Highlands. Donc c'est le tome 31. J'ai craqué parce qu'en fait c'est une série de bande dessinée que je lis depuis mes 7 ans. Et j'adore cette héroïne et j'adore le dessinateur Monsieur Roger Leloup qui est aussi le scénariste et il a 90 ans passé je pense maintenant. Donc à chaque fois qu'il y a un album de Yoko Tsuno qui sort, bah, on se demande chaque fois est-ce que c'est le dernier. Je pense que celui-ci c'est le dernier parce que il y avait un côté très fan service dedans où en fait Yoko va retrouver toutes les amies qu'elle a rencontrées dans les aventures précédentes, au moins depuis le numéro 24, voilà. Donc ça fait quelques albums quand même. On les retrouve toutes. Alors moi honnêtement je m'y perds dans ces albums. Il y a un petit peu, c'est rapide d'un côté et puis très très fouillé de l'autre. Donc point de vue du scénario, il faudra que je le relise pour bien l'appréhender. Il faudra même que je relise à mon avis du tome 24 jusqu'au 31 pour être sûr d'avoir tous les tenants et aboutissants. C'est vraiment une lecture nostalgie donc de mon côté. Pour autant, il y a des aspects qui m'ont déplu, notamment le dessin. Voilà, je sais que c'est bizarre parce que vous allez me dire mais c'est une saga que tu collectionnes et que tu lis depuis tes 7 ans. En fait, bah, on voit que Roger Leloup malheureusement a 90 ans et donc les dessins ne sont plus surtout des personnages, les dessins ne sont plus à niveau. Il y a vraiment des endroits sur les planches. Je vais vous filmer des trucs comme ça va pas faire le focus. Voilà. Non, focus là, oui. Donc vous voyez, c'est un peu grossier comme ça, les traits, les caractéristiques. Il y a certaines émotions, celle-ci par exemple, et c'est arrivé plusieurs fois. Les émotions sont grossières, le trait des visages n'est pas suffisamment détaillé, etc. Et donc je trouve que ça pose un petit peu problème. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de cases qui ont été recyclées de précédents albums. Par exemple, ce moine ici, et à nouveau le focus ne se fait pas, vas-y fais le focus. Le moine ici, c'est le même moine qu'on a déjà vu dans l'astrologue de Bruges. La façon qu'elle a de mettre son casque ici, je suis prête à parier que cette case existe déjà dans un tome précédent, je sais plus lequel, mais où elle parle à Vic, etc. Donc, je vous dis, il y a énormément de bulles, de cases. À certains moments, j'étais là en mode, j'ai déjà vu ces dessins en fait. Et c'est une espèce de combinaison de tout ça. Est-ce que c'est avec le dessin numérique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu aider l'auteur à combiner le tout? Je n'en sais rien. Mais voilà, ça avait un petit côté décevant. Et paradoxalement à ça, tout ce qui est monstres, effets spéciaux, enfin tout ce qui est élément de la science-fiction, c'est hyper méga bien travaillé. Là, on n'a rien à redire là-dessus. Mais voilà, sur certaines choses, c'est vraiment un peu grossier. Donc on sent que l'auteur a vieilli
malheureusement. Et je vous conseille forcément pas de commencer par celui-là. Pas du tout, vous allez être perdu, vous n'allez pas du tout apprécier l'histoire de Yoko et ce personnage qui pourtant est formidable. Donc voilà. C'était pas... Je peux pas le recommander en tant que tel, le 31. Voilà. La saga en entier, oui, mais pas le 31. N'empêche que malgré ces bémols, cet album, on sent bien qu'il y a une volonté de la part de l'auteur de nous faire plaisir à nous, les lecteurs, qui le suivons depuis des années, en créant une histoire et un scénario plausible, où on a les Vinéens qui reviennent. Les Vinéens, c'est les extraterrestres de cette saga, mais ces extraterrestres au début de la saga, en fait, ils vivent sur Terre, enfin sous terre, donc on va retourner sous terre. Et l'autre aspect très très récurrent dans la saga, c'est le fait de pouvoir voyager dans le temps. Donc on va également retrouver Mona et sa capsule spatiale temporelle, quoi. Pas spatiale du coup, puisqu'elle voyage dans le temps, c'est la spirale du temps. Et ça, j'étais vraiment émue de la revoir, parce que c'est avec le tome 11 où on découvre Mona et la spirale du temps que j'ai découvert cette héroïne. Donc voilà ce que je peux en dire. Ça m'a permis de valider le pins de elle. Alors, après la lecture des Garçons perdus, j'ai fait j'ai fait un choix qui n'était pas vraiment stratégique, qui était peut-être pas vraiment adapté, mais je me suis dit, l'histoire là, elle était pas, ça manquait de douceur pour moi avec les Garçons perdus. Donc j'ai été prendre La Première Rose de Bloomstone dans ma pile à lire, qui est un livre que j'ai acheté récemment suite au conseil du compte Ivre des livres sur Instagram. Elle nous en avait parlé en grand bien, comme quoi c'était génial, etc. Donc je me suis fiée à son avis. Et en gros, ça se passe aussi en Angleterre et à Londres dans les années 1800 et quelques, fin du 19e siècle, vous voyez. Donc j'étais vraiment dans le même univers. Alors c'est pas du tout pareil, donc ça c'est déjà bien un roman jeunesse, je précise, c'est un jeunesse. Je sais pas vous dire à partir de quel âge, mais on n'est pas sur du young adult, on est à la limite en fait entre le jeunesse et le young adult. Donc ça va convenir à toute une série de lecteurs qui sont trop jeunes pour passer directement au young adult, mais voilà, enfin, ça va convenir. C'est en fait une espèce de quête de liberté de la part d'un jeune homme, Nathanael Stone, qui a toujours vécu les choses avec beaucoup trop d'émotions. Il a une sensibilité hors du commun. Et le monde auquel il appartient, l'aristocratie anglaise du 19e siècle, bien entendu, n'est pas à même de comprendre en fait cette grande sensibilité. Et donc ça l'oblige à brider ses émotions, à se réfréner sur beaucoup de choses, etc. et à dissimuler son secret. Parce qu'en fait, Nathanael, son secret, c'est qu'il aime les hommes. Donc ça va être un petit peu compliqué pour lui à partir de ce moment-là. Et pour autant, il va se construire une vie à son image qui va lui convenir, avec de nombreux amis, de nombreux alliés et un amoureux. Et donc ça fait extrêmement plaisir à lire, quoi. J'étais vraiment contente de découvrir cette autrice. Et je trouve que c'est parfait, par exemple, pour des jeunes... si vous avez des jeunes lecteurs à la maison qui ont envie de lire Bridgerton, ils sont encore un petit peu trop jeunes parce que Bridgerton, il y a des scènes pas mal olé olé, et ce livre-là, il sera parfait pour les mettre dans cette ambiance romantique, historique. Voilà, il y a énormément de représentations dans ce livre. Ça parle également aussi beaucoup de classe sociale, donc de combativité, donc j'ai trouvé ça vraiment mignon et bien fait. Voilà, c'était pas juste mignon, c'était vraiment bien fait. Après, le bémol, c'est que c'est un jeunesse, donc le récit parfois peut manquer un petit peu de profondeur du point de vue du point de vue de la psyché des personnages, justement, du point de vue des personnages. Mais c'est normal, c'est parce que c'est un roman jeunesse qui se veut destiné à la jeunesse et pas nécessairement à des adultes. Donc voilà. Et alors ce roman, la première rose de Bloomstone, m'a permis de valider le pins de Isaac, puisque ça parle énormément d'amitié. Passons maintenant au pins de Imogen. Je suis une alliée. Je vous proposais donc de lire un livre de non-fiction
un essai par exemple, une biographie, des choses dans le genre. Il se fait que j'ai reçu en service presse en audio From Zero to Hero de Caroline Mignot, et le sous-titre du livre c'est Bâtir son influence sur les réseaux. C'est un livre décevant, voilà. Je peux pas le lire autrement. Je vous le conseille pas du tout. C'est un livre qui traite du personal branding. Moi, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien développer un petit peu mes réseaux sociaux. Je me dis, tout conseil est bon à prendre. Au lieu de me payer une formation super chère à 600 boules, peut-être que je vais trouver quelques infos là-dessus, etc. Donc la meuf, elle est spécialiste de LinkedIn, donc tant mieux pour elle. Mais moi, c'est déjà un réseau que j'utilise pas du tout, puisque c'est pas là que sont les gens qui aiment lire, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça m'a pas plus attiré que ça, et honnêtement, c'est un livre qui regroupe tous les clichés, tous les lieux communs qu'on a sur le personal branding et les réseaux sociaux, et le mindset d'entrepreneur. Donc en gros, ça vous dit, il faut être incisif, il faut y aller, il faut se créer des chances, etc. Bon voilà, moi aussi j'aurais pu écrire le bouquin, j'ai envie de te dire, sur cette base-là. Et alors énormément de name dropping, on va dire, pense à Steve Jobs avec tel truc, et alors elle va aller chercher des noms d'entrepreneurs connus, et en effet, qui ont beaucoup réussi, sortir certaines de leurs citations ou prendre en exemple ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est pas donné à monsieur et madame tout le monde, même si elle nous dit que oui. Voilà, c'est assez commun, c'est assez cliché, et franchement, je suis pas plus avancée après l'écoute de ce bouquin sur comment lancer une campagne de personal branding. Il n'y a pas les différentes étapes, vous voyez. C'était des conseils très génériques qui peuvent s'appliquer à tout et n'importe quoi, honnêtement. J'aurais dit, le titre, ça aurait été From Zero to Hero, comment créer sa propre entreprise. C'était la même chose, quoi, voilà. Donc, je pense que j'avais déjà énormément de connaissances reprises dans le bouquin auparavant, avant de les lire. Sauf celles liées à LinkedIn en vrai, vu que j'utilise pas le réseau. Et sinon, ce qui est très frustrant de chez frustrant, c'est que l'autrice, en fait, au fur et à mesure des chapitres, n'arrêtait pas de nous dire allez écouter l'épisode untel de mon podcast et vous aurez toutes les infos. Mais alors remets-les dans le bouquin, nous on l'a acheté, enfin moi pas, je l'ai reçu en SP, mais je dis les gens qui ont acheté le bouquin et qui vont entendre ça dans leurs oreilles, dire ils savaient pas tout mettre au même endroit, meuf, à un moment donné refait l'épisode, quoi, pour le bouquin, en mieux, je sais pas, quoi. Donc assez frustrant, voilà, sans plus, honnêtement, sans plus pour moi. Sinon, j'ai écouté un autre livre audio, et ce livre audio, c'était Cathy, de Michael McDowell. Michael, moi, qu'est-ce que je fais, que j'ai acheté donc en version papier, et que j'ai eu l'occasion de lire en version numérique grâce à NetGalley, et éditeur, je pense que c'est Audible qui l'a adapté, je suis quasi sûre. Donc voilà, quand je l'ai vu en audio, je me suis dit tiens, ça me fera une autre expérience de lecture de Michael McDowell, puisque jusqu'à présent je l'ai lu en format papier. Ça a très 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 bien fonctionné en audio aussi. Franchement, j'ai adoré la narratrice. Si vous voulez pas vous lancer dans la version papier parce que vous dites que c'est une grosse bricasse, foncez sur l'audio, la narratrice est absolument géniale. Elle a fait un boulot mais juste phénoménal par rapport à l'ambiance, par rapport aux voix des personnages. Quand elle prend la voix de Cathy, ça vous fait peur. Enfin, ça fait pas peur, mais il y a un côté malaisant dans la voix qu'elle adopte pour cette jeune fille. Donc voilà, ça vous met totalement dans l'ambiance, vachement macabre et étrange de Cathy. On va retrouver dans ce bouquin tous les thèmes qui sont chers à McDowell, je vais dire la féminité, une famille détraquée, des complots, des assassinats, etc. L'enfance qui n'est pas si angélique que ça et si innocente que ça. Donc voilà, c'est des choses que j'avais déjà lues dans les aiguilles d'or, ces thèmes-là, et on les retrouve ici. Donc il y a clairement un fil conducteur dans son œuvre, et je trouvais ça très très intéressant. Du point de vue de l'histoire, on va suivre Philomena Drax, qui vit dans la pauvreté avec sa mère à New Egypt, et elles doivent payer leur loyer. Malheureusement, elles n'ont pas gagné suffisamment, et
ça va être assez compliqué de s'en sortir. Heureusement, son grand-père écrit, le grand-père qui ne parlait plus à sa fille, donc à la maman de Philomena, depuis 23 ans, et il va lui dire à sa propre fille, envoie-moi ta fille pour venir m'aider à la ferme, parce que il se passe quelque chose d'horrible et je crains pour ma vie. En gros, c'est ça qu'il lui dit. Et donc Philomena va aller chez son grand-père pour essayer de le sauver. Elle va y aller elle se précipite chez lui parce qu'en fait, il est victime d'une famille d'ordures, les Slape. Et ces gens ont réussi déjà à mettre le grappin sur la ferme du grand-père de Philomena. Et le grand-père ne veut absolument pas qu'il mette la main sur son argent parce qu'il est quand même assez riche. Le souci, c'est que dans cette famille, ils sont tous plus ignobles les uns que les autres. Et il y a notamment Cathy, cette jeune fille qui est une véritable psychopathe. Hein. On ne peut pas le dire autrement. Et donc, ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Et malheureusement, Philomena va avoir beaucoup à en découdre avec eux tout au long j'allais dire de sa jeunesse, mais non, au moins 1 an. Ce qui est un petit peu difficile dans le récit, c'est que Philomena est vraiment une héroïne parfaite, on va dire. Vous voyez, elle a le caractère parfait, la diction parfaite, l'énergie qui est parfaite, etc. C'est vraiment, même ça a un petit côté agaçant. Et il lui arrive que des merdes en fait. Et à chaque fois qu'elle arrive à se sortir de cette situation où elle s'est retrouvée, et c'est pas sa faute, mais c'est la faute des autres, ça commence à aller mieux. Et puis à nouveau, et donc c'est un cycle sans fin, et donc ça a un côté un petit peu répétitif qui peut être lassant. Heureusement, je l'ai lu en audio, et donc la narratrice faisait énormément pour qu'il n'y ait pas ce côté lassant. Et donc je vous le recommande quand même, malgré ce petit bémol. Cette lecture m'a permis de valider le pins de Darcy. Ensuite, passons à un livre papier qui me faisait de l'œil depuis longtemps. J'aurais bien voulu le lire avant, mais je l'ai enfin lu. Il s'agit du Cœur de fer de Nina Varela. C'est un tome 2, donc ça me permet d'acquérir le pins de Monsieur Ayaji. Puisqu'il fallait finir une saga. Donc voilà, c'est une duologie fantasy saphique que j'ai adoré. Je peux que vous recommander vraiment cette œuvre, Le Palais des Otomaï. Je peux pas vous parler vraiment du livre 2, de son intrigue et ainsi de suite. Je vais juste vous dire que j'ai adoré retrouver Crière et Aelia. Il y avait énormément de complots, de retournements de situation, etc. Donc voilà, ça a vraiment été génial de voir la suite des événements, d'en apprendre plus sur leur société qui est déchirée et de voir aussi un autre modèle. Oui, je pense que de toutes mes lectures du mois de juin, ce livre-là, c'est mon coup de cœur du mois de juin, en toute honnêteté. Donc franchement, faites-vous plaisir, allez vous intéresser au Palais des Otomaï. Ça ne sera qu'une belle découverte pour vous. La plume est vraiment chouette, même en traduction. J'ai pas vu d'erreur de traduction, je dois dire. Les personnages sont assez bien travaillés. C'est tout en douceur. Et oui, sachez-le, c'est une romance victorienne. Hein. Très clairement, il se passe rien entre nos deux protagonistes avant des pages et des pages et des pages. On a, je pense, dans le tome 1, un bisou et dans le tome 2, un bisou aussi. Et j'espère que vous savez m'entendre malgré les chiens de ma voisine. Alors, une autre lecture papier qui m'a permis de valider le pins Why de la phrase Why are we like this, c'est le tome 3 du Royaume des Alphas, Le secret de la mer de Charlie Dark. Il est dédicacé parce que je l'avais acheté à Mons Love Story, je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, j'ai découvert Charlie Dark grâce à cette saga. J'étais fort intriguée par le fait qu'on publie des romances avec la logique alpha-oméga. Je vous en avais déjà parlé en vous présentant les 2 autres tomes. Ici, je peux vous parler de l'histoire parce qu'en fait, c'est vraiment un tome indépendant où on va suivre un autre couple. C'est une romance et en plus, ça se passe vraiment assez éloigné de l'univers qu'elle nous avait présenté dans les 2 premiers tomes, puisqu'ici, on est sur la mer. Hein. C'est une histoire de pirates, donc j'ai vraiment pris plaisir à retrouver la plume de Charlie Dark dans cette romance. Alors, moi, j'ai adoré les 2 personnages. Sekou, qui est un oméga, été élevé et éduqué dans
avec la vocation de le vendre au plus offrant et de le prostituer, hein, on va pas se mentir. Donc il n'a pas une perspective de vie vachement chouette, mais il va être sauvé du navire qui l'emmène vers son destin vraiment horrible par Camis, qui est un capitaine pirate et qui va tout de suite être intrigué par cet Oméga qui ne sait pas ce qu'est la liberté en fait, et il va essayer un petit peu de l'apprivoiser pour lui donner le choix. Donc moi, ce que j'ai bien aimé justement dans cette romance, c'est que l'univers il est assez sombre, parce que les Omégas ils en prennent quand même assez plein leur tronche, mais la romance entre les deux est faite d'énormément de communication, de douceur, de gentillesse et de preuves d'amour vraiment. Donc c'est un couple qui va se construire au fur et à mesure, qui va pas se sauter dessus à la première occasion. Donc j'ai beaucoup aimé cette construction tout en lenteur. Voilà, moi j'ai vraiment aimé les deux personnages. Sachez aussi qu'il y a une différence d'âge entre les deux, et que le fait qu'il y ait un petit peu de maturité comme ça chez Camis, ça amène énormément de choses dans le récit également. Voilà, moi ce que j'aime également dans cette tome, c'est que l'autrice à chaque fois nous propose une vraie fin pour son couple, et on les revoit des années plus tard dans l'épilogue, voilà ce qui se passe pour eux et ainsi de suite, et l'épilogue de chaque tome nous permet de retrouver les couples précédents. Donc c'est à nous de décider après si on va lire la suite ou pas, mais on est de toute façon informé quoi. Donc je peux que vous recommander cette lecture malgré quelques bémols sur l'édition. Et attention, c'est pas sur le récit, je précise bien, c'est sur l'édition. Il y a quelques coquilles qui restent. Il y a eu un travail de relecture qui a été fait, mais pas suffisamment. Donc attention à ça. Et l'autre bémol, c'est elle-même à chaque fois avec les éditions Juno. Je n'aime pas du tout le papier sur lequel ils impriment leurs livres. C'est ultra blanc, c'est trop blanc. C'est pas suffisamment aéré pour moi non plus dans le texte, dans l'interligne. Maintenant je comprends parce que c'est une petite maison d'édition, donc ils vont essayer d'économiser du papier. Et puis alors cette ligne là, il y a une ligne en haut de chaque page, je la trouve absolument pas nécessaire. Donc pour moi ils doivent revoir un petit peu le format de leur livre. Mais voilà, c'est pas la faute de l'autrice, vous voyez, c'est la charte de graphique de la maison d'édition, on va dire ça comme ça. Après autant de romances, je me suis dit que ce serait bien de sortir un petit peu de tout ça et de me plonger dans un bon petit thriller. Donc j'ai sorti Reine Rouge de Juan Gomez Jurado, je sais pas comment ça se prononce, je n'ai jamais fait d'espagnol. C'est un roman dont on parle beaucoup, qui est d'ailleurs adapté en série sur Prime, sachez-le. J'ai regardé le début du premier épisode. Voilà, c'est un thriller assez sympa, mais je ne l'ai pas trouvé non plus spectaculaire, comme le laissaient entendre certains chroniqueurs. J'avais été faire un tour sur un des lives, un des streams de Séverine, qui est la reine du polar, bien entendu, la référence en matière de thriller, de polar, etc. en francophonie, sur le Bookstagram Game, on va dire, et le Booktube Game et le Book Twitch Game. Et d'ailleurs, tous les participants à ce stream disaient « Ouais, il est vraiment bien, il est vraiment bien ». C'est bien, mais est-ce que c'est si génial que ça? Moi j'ai vu les trucs arriver quoi. Donc je sais pas, alors que je ne lis pas énormément de thrillers, mais soit je me suis dit c'est moi qui avais rien compris dès le départ et qui compris de travers, et donc du coup j'ai bien compris ce qu'il fallait, ou alors c'est les autres, je sais pas, voilà. Bon bah après c'est un thriller, donc ça peut pas non plus être un coup de cœur dans le sens où c'est horrible ce qui se passe dedans. Voilà. En gros, il y a un tueur qui va s'attaquer aux enfants de l'élite espagnole. Mais il faut pas que ça se sache parce que c'est l'élite espagnole, voyez-vous, et donc il faut pas créer de la confusion, etc. Mais bon, la façon dont il tue ses victimes est absolument horrible. Donc on est déjà plongé dans l'horreur face aux descriptions qu'on a de la part de l'auteur. Et notre personnage principal, Antonia Scott, a un QI hyper haut, c'est la femme la plus intelligente, même la personne la plus intelligente au monde. En plus de ça, elle a reçu un entraînement assez spécifique pour entraîner son intelligence. Et donc, on fait appel à elle, la Reine Rouge, pour résoudre l'enquête et sauver une des héritières qui a été enlevée, quoi. Va l'accompagner un inspecteur qui s'appelle John Gutierrez, qui est au rebut, on va dire ça, parce qu'il y a un gros scandale autour de lui et de ce qu'il a pu faire en menant de certaines enquêtes. Et leur duo est assez mal adapté, parce qu'on a le flic
vraiment grande gueule, mais au cœur tendre. Et puis on a Antonia qui est une frigide des sentiments, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui est vraiment fermée, elle veut pas qu'on la touche, elle est addicte à certaines substances pour calmer son cerveau. Et bref, c'est un personnage assez froid, auquel on a du mal à s'attacher. Et John aussi, j'ai eu du mal à m'attacher à lui parce que c'est pas un flic pourri, c'est pas ça, mais il voit que le système et que la justice ne peut pas être faite correctement, et donc il va prendre les choses en main pour faire justice finalement. Et donc voilà. Donc il est un peu plus attachant, mais à côté d'elle, il fait vraiment figure de... C'est un figurant, quoi, voilà. Donc ça a tendance à renforcer un petit peu les clichés autour des duos de policiers, vous voyez, d'enquêteurs. J'ai trouvé ça... Oui, j'ai trouvé ça un petit peu vraiment déjà vu et revu et usé. Je sais pas. Donc pour moi, c'était une bonne lecture, c'était distrayant. Mais sur la plage en été, oui. Maintenant, je dirais pas que c'est le thriller qu'il faut absolument lire, honnêtement. Selon moi, non. C'est comme à la fin, tu sens bien qu'il y a un truc avec Antonia, qu'elle va vouloir résoudre quelque chose, et c'est ce qui ouvre en effet le tome suivant, même si je ne l'ai pas en ma possession, mais l'histoire se finit sur une fin ouverte pour nous forcer un petit peu à lire ça. Voilà, il y a un personnage qui est enlevé à la fin du livre, et j'étais là, je dis bah oui, forcément, on l'avait vu venir, on en a parlé de ce personnage encore et encore et encore, forcément qu'il allait se passer quelque chose avec lui. Donc j'ai pas été surprise, voyez-vous. N'empêche que ce livre m'a permis de valider le pins de Tori, puisque c'était sur les femmes badass, etc. Donc ça tombait bien. Je reviens un petit peu aux romances avec le pins de Tara, qui m'a permis de découvrir une autrice. Cette autrice, c'est Carla Nicolet, je sais pas. Et donc la saga, c'est de Sang Royal, le tome 1, Le sang qui nous lie. Encore une histoire de vampire, vous allez me dire, que j'ai lu donc en e-book, parce que c'était un service presse que j'ai reçu sur NetGalley. Honnêtement, si vous l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux, je sais pas où vous étiez ces derniers temps, parce que j'ai l'impression que tous les comptes que je suivais ont pris ce service presse sur NetGalley, et ils ont accepté pour tout le monde. Donc voilà. C'était un petit peu plus mon style par rapport aux garçons perdus. Voilà, parce que c'est une histoire de vampire un petit peu plus douce, où la relation se développe lentement mais sûrement, avec énormément de discussions, énormément de respect envers l'un et l'autre des personnages, de consentement également. Donc c'était vraiment au centre de l'histoire d'amour, donc ça c'est chouette. Après il y a une intrigue politique, je vous avoue, qui n'est pas résolue à la fin de ce premier tome, et dont je me suis contrefichée totalement. Il n'y a pas eu suffisamment d'indices pour que j'ai envie de lire le deuxième tome et de savoir ce qui se passait pour nos deux personnages là. Franchement, je suis pas certaine de lire la suite. Pas parce que c'était pas bien, mais parce que pour moi, voilà, ils sont ensemble à la fin, et c'est bon, quoi, c'est suffisant. Donc pour moi, il aurait fallu que le roman soit plus dense. Je pense qu'en fait, ça aurait valu la peine de mettre le tome 1 et 2 ensemble, parce que le tome 1 est quand même assez petit, et voilà quoi. Donc, bonne lecture, mais sans plus. Tout au long du mois de juin, j'ai lu un livre audio qui va me permettre donc de valider ce petit pins radio pour Aled, qui est un personnage qui est dans la bande dessinée, mais pas dans la série Heartstopper. Ce livre audio, c'est l'intégrale des Sœurs Carmine, les Sœurs Carmine de Ariel Holzel. Alors, je n'ai plus le nom de la lectrice, de la narratrice, mais mon Dieu, quel talent! C'est elle qui m'a fait continuer en plein milieu du tome 1, parce que j'étais là en mode pas très passionnant ce truc là, est-ce que je vais continuer, je suis pas sûre, bof bof, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, j'ai dévoré l'intégrale des 3 tomes en même pas un mois, hein. Parce que vous avez peut-être dû compter, j'ai lu 3 livres audio ce mois-ci. C'est quand même énorme, même si je lis en écoute avancée. Donc rien que cette lecture, normalement, comme c'est 3 tomes combinés, ça devrait valoir 3 pins. Mais je ne triche pas, un seul pin, ce sera déjà bien. Autant vous dire que le premier tome est assez lent, parce que l'autrice doit poser tout... Je pense que c'est une autrice, oui, Ariel. Non, ça pourrait être un homme, je ne sais pas. Mais bon.
faites vos petites recherches sur l'auteur. Faut poser tout le cadre autour de Grisaille, qui est la ville où résident les trois sœurs Carmine et où la mort est extrêmement présente. Et forcément, c'est pas du tout un univers qui est semblable au nôtre, donc il y a énormément de choses à nous dire, donc c'est normal que le premier tome soit lent. Alors, par contre, dans le premier tome, on suit Mériver, qui est la première sœur qu'on va suivre, qui n'est pas la plus âgée, c'est celle du milieu. Pour moi, elle était mais insipide, cette nana, j'en avais pas grand chose à faire d'elle, et donc c'est pour ça aussi que le premier tome ne me parlait pas beaucoup, parce que en gros, elle vit dans une ville où tout le monde s'entretue, où tout le monde se tue, et c'est attendu, c'est normal. Et elle est là, non, on ne va tuer personne, c'est contre mes valeurs. Et t'es là, tu dis, meuf, d'où tu sors? D'où tu sors? Donc voilà, elle m'a pas vraiment passionnée. Mais par contre, quand j'ai commencé le deuxième tome, ça change de point de vue. Et donc le tome 2 est dédié à Tristabel, la première sœur Carmine. Et alors elle, je l'adore. Je l'adore parce qu'elle est hyper snob. Et donc la voix de la narratrice changeait quand elle prenait sa voix. Et alors en plus dans le tome 2, Tristabel en fait s'adresse à nous le lecteur. Elle rompt le quatrième mur si vous voulez. Et donc c'est comme si on était dans sa tête. Sauf qu'attention, Tristabel n'est certainement pas quelqu'un de fiable et de loyal ou qui va nous dire la vérité. Donc même si on est dans sa tête, elle va arriver à nous cacher des choses et à nous faire vivre certains rebondissements tout au long de son tome, voilà. Mais je l'ai adoré, c'est une vraie vipère, sachez-le. C'est un personnage plus que morally grey, vraiment à prendre avec des pincettes. Mais j'ai pris énormément de plaisir à lire ce tome 2. Et dans le tome 2, l'intrigue, elle est totalement lancée tout autour de Grisaille, etc. Du coup, quand on suit la dernière sœur Carmine, qui est la petite sœur d'Olorine, dans le tome 3, t'as envie de savoir la résolution, même si elle est naïve, même si elle est bébé, elle a 12 ans, donc la voix de la narratrice est vraiment très très naïve, etc. Mais là, on est sur le pompon, quoi, point de vue de ce récit. Franchement, je peux que vous le conseiller. C'est la lecture parfaite pour le mois d'octobre, sachez-le. Mais n'importe quand, voilà. Les thématiques par rapport à octobre sont vraiment bien, mais moi je l'ai lu au mois de juin, c'était vraiment génial. C'est un auteur ou une autrice que je tiendrai à l'œil, tellement c'est bien pensé, c'est bien tourné. Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir lu ce roman avant. Quand j'ai commencé à le voir arriver sur Booktube il y a quelques années, je disais ouais, pourquoi pas, encore une saga avec des sœurs, je sais pas trop, et tout. Donc voilà. Attention tout de même. Moi je pensais que c'était du jeunesse, mais pas du tout, c'est du young adult. Donc faut pas non plus l'offrir à votre petite nièce de 12 ans. Elle sera peut-être un petit peu trop jeune pour ça. Je repasse à une lecture en numérique maintenant, c'est-à-dire Destination Providence de Charlie Reinhardt, aussi reçu en service presse de la part de l'autrice. C'était ma deuxième ou ma première lecture du mois, je sais plus trop. Mais voilà, c'était toujours un plaisir de retrouver la plume de Charlie Reinhardt. J'ai adoré cette histoire de science-fiction qui est un space opéra. Je vous en ai fait une chronique sur Instagram si vous voulez en savoir un peu plus sur le résumé. Mais en gros, on va suivre une équipe de bras cassés, un petit peu comme dans les Gardiens de la Galaxie, avec Drax, je pense que c'est ça son nom, qui est le pilote du Providence. Et c'est le pilote, c'est pas le capitaine du Providence, hein, c'est une humaine qui, je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle, c'est Kate peut-être, je sais plus son prénom. Ils forment un duo très très chou à suivre de meilleurs amis, mais qui aime bien s'embêter, se chamailler un petit peu, voyez-vous. Et cette équipe de bras cassés, cet équipage du Providence, se met toujours dans des plans, tu te dis, les gars, allez pas là-dedans, mais je sais bien qu'il faut vivre, qu'il faut de l'argent, mais ça va pas, c'est pas bien pour vous, quoi. Donc, mais ils y vont, ils y foncent, et tu te demandes, tu te dis, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je ne sais pas. Dans cette aventure-là, on va les suivre, qui vont aller sur une planète de poulpes, voilà, les extraterrestres sont des poulpes, donc il n'y a que de l'eau sur cette planète, et ils vont devoir infiltrer la planète pour aller récupérer une intelligence artificielle.
Sachez-le, voilà, c'était loufoque. Les scènes d'action étaient quand même très palpitantes, c'est vachement bien écrit. Et puis c'est contrebalancé avec des scènes beaucoup plus intimistes d'amitié, mais aussi d'amour. Et ça, c'est vraiment bien dosé de la part de Charlie Reinhardt, elle le fait vraiment bien. Donc moi, j'ai adoré suivre l'équipe et toute l'équipe, sachez-le, dont le compas moral va un petit peu dans tous les sens. Hein. Voilà, c'est un véritable dilemme à certains moments. Et puis, bah, ils prennent des décisions, des choix, ils font des choix qui sont très difficiles. Voilà, ça... Et ça se finit pas toujours bien, sachez-le. Mais on est quand même très content d'avoir lu ce bouquin. Donc, foncez dessus. Je le mets pas en coup de cœur parce que j'ai déjà mis un coup de cœur Charlie Reinhardt au mois de janvier, je pense. Mais il est pas très loin du Palais des Automailles, du Cœur de Fer. Il est juste un tout petit peu en dessous, très honnêtement. Il était vraiment, vraiment excellent. C'est aussi l'occasion pour Charlie Reinhardt, dit c'est un livre un peu léger, de pop culture, etc. Mais n'empêche qu'elle nous interroge de manière assez bien faite sur les valeurs de nos sociétés, sur ce qu'on veut pour le futur, etc. Donc c'est vachement bien amené et bien tourné. Et d'ailleurs, cette lecture m'a permis de valider le Pins Nerd. Bon, il me reste plus que 2 lectures dont je dois vous parler. Cette lecture me tient particulièrement à cœur. C'est le recueil de nouvelles Love is Love. Donc il y a plusieurs auteurs. Et je l'ai reçu grâce à Antoine Ligonnet, avec qui je suis en partenariat. Donc c'était aussi un service presse. J'ai vraiment apprécié la lecture de sa nouvelle à lui, qui ne termine pas comme je le pensais. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message en mode Are you okay? J'ai dit, t'es sûr que ça va? Il dit, oui, oui, ça va, ne t'inquiète pas. J'étais là, ok, très bien. Voilà, elle était un petit peu déchirante. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup plus mignonnes dans le recueil de nouvelles. Il y en a d'autres que j'ai pas du tout aimé. Il y en a une notamment, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas du tout le niveau, que je voyais pas pourquoi c'était publié avec les autres alors que c'était pas écrit en français correct, sachez-le. On sent voilà, qu'il y a certains auteurs qui ont été publiés pour la première fois dans ce recueil de nouvelles et dont la plume doit vraiment se prendre en maturité, s'affranchir ou s'affermir, je ne sais pas. Mais voilà, il y en a une que j'ai pas réussi à terminer, en tout cas de nouvelle. Je vous le dis en toute honnêteté, même si c'est un service presse. Je me suis dit, mais là, non, le niveau y est pas. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Heureusement, il y avait toutes les autres nouvelles qui ont rattrapé le coup, notamment celle d'Antoine, donc voilà. Mais du coup, comme c'est des nouvelles, je peux pas vous faire de résumé, c'est très court, ça n'aurait aucun sens. Même celle d'Antoine, je vais pas vous la résumer. Sachez seulement que si vous achetez ce recueil de nouvelles, que ce soit en numérique ou en copie physique, tous les bénéfices sont reversés à l'association Le Refuge. Et je trouve que c'est un très beau geste de la part des personnes qui ont écrit pour le recueil. Voilà. Et donc oui, le pins que j'ai validé, c'est le petit croissant de Monsieur Farouk. Parce que c'était tout doux. Voilà, c'était du réconfort. Et enfin, ma dernière lecture qui va valider le pins de Tao, Friends to Lover. Donc c'est une œuvre adaptée en série ou en film. Et j'ai choisi Les Chroniques de San Francisco, le premier recueil de Armistead Maupin. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Armistead, je suppose que c'est comme ça. Le prénom que j'ai dans cette édition récupérée qu'on m'a offert parce que la personne s'en séparait. C'était ma dernière lecture du mois de juin, donc c'est un peu plus frais dans ma tête. En gros, j'ai pas aimé. Voilà, sachez-le. Je lirai pas la suite des Chroniques de San Francisco. Alors, je pense que cette œuvre, elle est sortie à une certaine époque et c'était bien à cette époque-là de permettre d'avoir de la représentation LGBT de façon assez positive. On va pas se mentir. Maintenant, je comprends le succès donc à l'époque, mais on n'a plus les codes maintenant en 2025, enfin presque 2025. Pour le lire, il y a plein de choses. Même si j'ai 36 ans, presque 37, ça me passe par-dessus la tête parce que je suis là. J'étais pas américaine, voilà, dans les années 80, et donc il y a des choses qu'on n'est pas à même de comprendre. Donc voilà. Après, il y a énormément de personnages. Donc au début, j'ai eu du mal à savoir qui était qui. Entre Mona, Anna, Beauchamp, Brian, Michael, j'étais là, c'est qui tout cela? Enfin, et donc je m'y perdais vraiment. Parce qu'on les suit sur une toute petite nouvelle, quoi. Les chroniques, c'était publié dans le journal, donc c'est très court et ça se lit très vite chaque chronique. Ça fait à peine 2-3 pages hein, chacune. Donc à un moment donné, tu t'y perds, surtout que chaque chronique, elle est condensée et
comprend énormément de dialogue. Donc ça nous amène très peu d'éléments sur le psyché des différents personnages. Alors ça crée une trame, hein, et à la fin, tu comprends où voulait en venir l'auteur. Ça fait en effet un roman. Mais en attendant, quand tu lis, là, tu dis, je suis perdue. Là, il me faudrait des fiches personnages pour m'y retrouver. Voilà, c'est un joyeux bordel, on va dire, dans tous les destins qui s'entremêlent. Parce que oui, il y a un fil conducteur entre chaque personnage. Ils se connaissent tous finalement. Donc ça c'est bien fait, mais en attendant, il me fallait un plan. J'en pouvais plus. Donc j'avais du mal à suivre le parcours de tous ces personnages au fil du texte, vu que c'est énormément de dialogue. Et voilà, l'auteur il fait énormément de clins d'œil au fur et à mesure à ses lecteurs, parce que les chroniques de San Francisco, quand elles ont été publiées, ont fait parler d'elles, et donc les gens achetaient le journal pour les lire, et ça émoustillait un petit peu les gens, ça titillait leur façon de penser, et ainsi de suite. Ça pouvait créer un grand choc pour certains, donc il y a des clins d'œil qui sont faits au lecteur, et on sent bien que l'auteur répond à certaines critiques qui lui sont faites. Mais du coup, comme c'est pas actuel, c'est pas contemporain, bah à un moment donné, t'es là, tu dis bah oui, mais j'en ai rien à faire moi de ça, de savoir que oui, c'était apprécié ou pas apprécié ce passage-là. Donc voilà, certaines références, certaines anecdotes font que la culture a changé et que c'est difficilement accessible pour un lecteur actuellement, je trouve. C'est un classique et comme bien souvent, ben ça nécessite une certaine littéracité, je pense, et un certain niveau pour appréhender le classique. Je vous dis pas de pas faire cette lecture, mais si vous la trouvez adaptée en bande dessinée, ou je pense même que je regarderai la version adaptée avec Elliot Page dedans, en tant qu'acteur, parce que je pense que ça me permettra de mieux aborder l'œuvre dans son intégralité. Mais je ne pense pas me procurer le tome 2, le tome 3, etc. des chroniques. Je pense qu'il y en a 6. Le premier tome m'a suffi et je ne suis pas suffisamment attachée au personnage que pour continuer à le lire. Voilà ce qui conclut le bilan de ce challenge. Je dois juste terminer en vous disant que les marque-pages, dont le marque-page du challenge, est toujours téléchargeable. Je vous mets le lien dans la boîte, enfin dans la description ci-dessous. Je vous remercie d'avoir participé à ce challenge avec moi. J'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi et qu'il vous aura permis de faire de belles découvertes en matière de lecture. Voilà. Voilà, je pense que j'ai dit merci à tout le monde, mais merci à vous tous qui avez participé tout au long du mois de juin. J'ai adoré échanger avec vous et je vous dis donc déjà à l'année prochaine pour ce rendez-vous que j'espère récurrent au fur et à mesure des années. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout malgré la luminosité qui changeait pas mal. Je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye.